Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Notre immeuble 5, histoire et nos problèmes actuels. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Bon, alors, je sais plus si je vous ai déjà parlé de notre 4e immeuble, puis de notre 5e immeuble ou pas dans le podcast, mais je vais partir du principe que je vous avais probablement parlé du 4e immeuble. Le 4e immeuble, on l'a acheté en SCI avec des associés. C'est un immeuble qu'on va découpé en 13 logements et un local commercial. Il faut savoir que rien n'a été vraiment découpé au départ. Même s'il a la tête d'un immeuble, en fait, il était quasiment vide et inutilisé, à part pour le local commercial. Bon, ça c'est le 4e immeuble. Il est actuellement en chantier et c'est pas l'objet de cet épisode. En fait, j'ai envie de vous parler du 5e immeuble, dont en fait j'ai très peu parlé parce que il y avait une négociation qui était en cours. Je me dis toujours, il y a peut-être des gens qui sont dans les discussions qui pourraient peut-être, par hasard, tomber sur le podcast, avoir des informations. Enfin bref, j'étais pas à l'aise d'en parler. Mais je sais pas pourquoi. Là, je me décomplexe un petit peu parce que là, pour l'instant, rien n'est scellé. Mais je vais vous expliquer justement les problématiques qu'on confronte parce que ça peut peut-être vous intéresser de savoir nos problèmes immobiliers à nous, comment ça se passe actuellement. Donc, évidemment, vous savez, on a 3 immeubles qui tournent, ça fait 26 lots sur les 3 premiers immeubles qu'on détient en nom propre, ça, il n'y a pas de souci, ça tourne, c'est sous gestion, il y a toujours des petits soucis, mais entre guillemets, ça roule à peu près, c'est en place. Ensuite, on a notre 4e immeuble qui, lui, est en plein chantier, le chantier est colossal, il y avait des problèmes de structure, bref, tout ça est en place. Et ce qui s'était passé, c'est que moi, avant de nous expatrier à l'île Maurice, j'avais très envie d'acheter encore un 5e immeuble parce que pour moi, c'était l'occasion. C'était l'occasion, on avait un bon dossier bancaire, les investisseurs sereins, c'est une entreprise qui se porte bien, donc on avait des arguments pour pouvoir continuer à lever de la dette. Donc on s'est dit, c'est parti, il faut qu'on fonce avant notre expatriation parce qu'on a peur que ce soit plus compliqué une fois qu'on sera expatrié. Bon, ça on verra, je vous dirai la suite de l'histoire par rapport à ça plus tard. Donc ça, c'est la chose. Et on s'est dit, c'est parti, pour acheter ce 5e immeuble, on va devoir en acheter un d'un autre type. C'est-à-dire que, au vu de l'ampleur du chantier qu'on a sur le 4e immeuble, on a toutes nos équipes qui sont mobilisées dessus, et le fait que je voulais l'acheter rapidement, ce 5e immeuble, il fallait que je change de stratégie. Je ne voulais pas refaire un immeuble entier à rénover, à diviser, un chantier monumental, parce que de toute façon, nos équipes, elles sont bloquées pendant 12 mois, voire 18 mois, sur le 4e immeuble. Donc, il va falloir que je trouve un projet d'un autre acabit qui soit plus compatible en tout cas avec les problématiques d'équipe occupée tout en avançant. Et j'en ai conclu qu'il fallait qu'on attaque un immeuble déjà loué. Comme ça, c'est déjà plus simple aussi pour lever de l'argent parce que c'est quelque chose qui tourne déjà et il n'y a pas de travaux à faire à part des rafraîchissements aux sorties de locataires. Donc je me suis dit, c'est parti, on fait ça, on va pouvoir acheter un gros immeuble. Il s'avère que je repère un immeuble affiché à 1 350 000 et je le visite, j'enchaîne plusieurs visites sur différents immeubles et notamment je visite celui-là. Moi personnellement, j'accroche direct parce qu'en général, quand tu achètes des immeubles déjà loués, la problématique en fait, c'est d'avoir eu un propriétaire précédent qui a fait des travaux de bonne qualité. C'est aussi simple que ça. Au final, moi, quand je visite, c'est vraiment, est-ce que le propriétaire précédent a soigné ses travaux? Est-ce qu'il avait une optique long terme? Est-ce qu'il a fait bien les choses? Ou est-ce qu'il a mis que des trucs rafistolés? Et en fait, à chaque sortie de locataire, c'est un énorme chantier à revoir ou pas. Et en l'occurrence, donc j'ai trouvé ce 5e immeuble et je trouvais que c'était plutôt pas mal. Parce que, je sais pas, toute la cage d'escalier, elle était carrelée, quasiment, enfin, les salles de bain sont carrelées jusqu'au plafond de partout. Enfin, on voit que il y avait un vrai souci de longévité dans l'immeuble.
l'électricité était déjà aux normes, la plomberie, elle était en place, mais bon, même s'il faudrait changer probablement les robinetteries et tout ça, enfin, il y a un peu des choses à changer dans les salles de bain, mais en gros, les choses ont été pensées, ça a été bien découpé, ça a été isolé. Donc en fait, il y a entre guillemets que du travaux assez léger à réaliser à la sortie de locataire. Alors quand je dis assez léger, refaire toutes les cuisines, refaire les salles de bain, refaire les sols des chambres, on garderait les sols des pièces de séjour. Donc moi je considère que c'est assez soft comme travaux, c'est un petit, voilà, un rafraîchissement quand même avec cuisine et salle de bain à revoir. Et donc ça c'était le plan. Sachant en plus que les loyers étaient assez sous-évalués, enfin légèrement sous-évalués, à chaque fois ils font comme si c'était hyper sous-évalué les agents immobiliers et qu'on pourrait augmenter de 20-30% les loyers. Bon, on verra. Je pense, comme vous savez, nous c'est les investisseurs sereins, donc je préfère aller un peu pessimiste, mais je sais qu'en effet il y a une marge d'augmentation parce qu'en fait il s'avère que c'était un logement très social. Enfin c'est des logements très sociaux, tous les logements. Donc c'est un immeuble de 16 appartements. Et on l'a négocié à 1,1 million, d'accord ? Donc c'était 1,35, donc 1 350 000 affichés. J'avais fait une offre très bien rédigée et j'ai réussi à bien m'entendre avec l'agente qui a réussi à convaincre les vendeurs sur 1 100 000 et on avait un deal. Et en fait, ce qui s'est passé... Alors, avant de rentrer dans les problèmes, parce que vous allez voir les problèmes, ils arrivent après. J'aimais bien cet immeuble-là parce que concrètement, techniquement, à l'instant où on l'achète, il est déjà autofinancé. Et comme je vous disais, mon objectif, c'était pas de créer l'affaire du siècle. Mon objectif, c'était de lever de la dette avant de m'expatrier à l'île Maurice, en ayant un bien rentable qui, à minima, s'autofinance, mais qui a quand même un certain potentiel, parce qu'il y a quand même une vraie augmentation de loyer possible derrière, avec un rafraîchissement assez modéré des appartements. Je crois, de tête à peu près, qu'on est à 8 000 € de loyer par mois. Vous voyez, c'est quand même pas trop mal pour 16 logements. Ah, je m'embrouille, c'est peut-être pas 8 000, c'est peut-être un peu moins. Mais en gros, vous voyez, le truc, il est bien, il est autofinancé, on est bien. On est bien, sachant qu'en plus, après, il y aura les augmentations de loyer qui vont aller derrière. Donc, honnêtement, c'était un bon projet. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mis d'accord. On a envoyé l'offre, elle a été signée et renvoyée par email par l'agente. Et il s'avère que après ça, on a dû fixer une date pour la signature du compromis. Et c'est là que les choses ont commencé à se corser. Donc c'était notre notaire qui était en charge de la rédaction de ce fameux compromis pour signer le compromis rapidement. Et en plus, il nous mettait la pression pour qu'on le signe rapidement. Sauf qu'il s'avère que on l'a signé, on devait le signer, mais quand la notaire a découvert le projet et toutes les problématiques, elle s'est rendue compte qu'en réalité, les vendeurs allaient être assujettis à un redressement fiscal s'ils le vendaient à la fin d'un certain nombre d'années de détention. Et ça, en fait, les vendeurs, quand ils ont mis en vente, ne s'en étaient pas rendus compte, ni leur notaire par ailleurs. Donc, la veille, ils ont annulé la signature du compromis, et ils ont tout fait pour essayer de se défiler de cette vente. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient mis en vente un bien immobilier lequel en réalité ne pouvait pas être vendu. Donc vous imaginez bien que l'agente immobilière qui avait enchaîné tout un tas de visites, elle n'est pas contente, parce qu'elle a fait plein de visites pour rien. Nous, on avait notre accord signé, on était contents, on se réjouissait de ce 5e immeuble, et finalement, ils ne veulent pas l'acheter. Le vendre. Parce que, en fait, concrètement, ils devraient avoir un rattrapage au niveau des impôts qui est colossal et donc, en fait, ils n'ont pas intérêt à le vendre. Nous, comme on est, assez aimable, assez gentil, assez... je sais pas c'est quoi le bon terme, on s'est dit, ok, c'est pas grave, pas de bol, soyons pragmatiques, on va pas les forcer à payer, je sais pas combien, des sommes à 6 chiffres d'impôts et les embêter. On va essayer d'être pragmatique et on va accepter une vente plus longue, c'est-à-dire qu'on reste sur l'accord que l'on a fixé, mais on va faire une promesse unilatérale de vente, c'est-à-dire que c'est eux qui nous promettent de nous vendre à 1,1 million l'immeuble en janvier 2028. Et nous, c'est une option que l'on a ou pas de l'acheter. Parce que comme ils s'étaient engagés à la vente, c'est eux qui veulent
sortir de cette vente. Donc nous, on a accepté cette façon de faire en se disant, ok, tant pis, on ne pourra pas l'acheter tout de suite, mais on va pouvoir signer cette promesse unilatérale de vente qui fait que nous, on a l'option de l'acheter en janvier 2028 au prix qu'on a négocié, mais eux ne peuvent pas le vendre à quelqu'un d'autre. C'est trop tard, c'est fini, ils sont engagés avec nous. Donc c'est quelque chose qui les engage eux, c'est pour ça que ça s'appelle une promesse unilatérale, parce qu'en fait c'est un contrat qui va que dans un sens et qui est uniquement à notre avantage. Donc ça c'est ce qu'on a mis en place. On a commencé donc à rédiger ce document, tout le monde était d'accord en se disant ok, on va faire ça. Sauf que le jour de la signature de cette promesse unilatérale de vente, on a eu quelqu'un parmi les vendeurs qui a voulu changer des phrases, des textes, pinailler, etc. On a bien compris qu'en fait, ils étaient un peu dégoûtés du prix qu'ils avaient accepté de vendre. Donc en fait, ils essayent grosso modo de sortir de la vente. Mais en l'occurrence, quand on est un vendeur et qu'on a signé une offre par écrit, en réalité, tu es moralement et juridiquement engagé. Alors, tout est subtil, parce que dans le juridique, tu sais, en fonction de la phrase que tu as mis ou pas dans l'offre, c'est sujet à débat évidemment, mais l'idée générale, elle est comme ça. Tu vois, tu t'es tapé dans la main, normalement, c'est que tu t'es tapé dans la main, donc ça veut dire que tu étais quand même d'accord sur le principe. Donc tu peux pas repartir comme ça si de rien n'était. Ah non, finalement, je fais rien. En plus, l'agente immobilière, elle avait travaillé. Donc c'est là en fait qu'on arrive à ce stade-là aujourd'hui dans lequel je vous en parle. C'est parce que moi, ça me turlupine cette affaire. Pourquoi ? Parce que en fait, depuis qu'on a mis en place cette idée de faire une promesse unilatérale de vente, en fait, les choses, elles traînent. C'est-à-dire que on aurait dû signer un jour fixé cette promesse unilatérale de vente. L'un des vendeurs a commencé à pinailler sur des phrases, etc. On a reporté le rendez-vous à plus tard, puis reporté, etc. parce qu'il y avait encore des modifs, machin. Et en fait, on a l'impression de se faire balader par quelqu'un qui essaye juste de nous rajouter des clauses, sortir des clauses, modifier des clauses, tout ça pour en fait ne pas signer et passer ce fameux délai. Alors a priori, il y aurait un délai pour qu'on ait un recours. Alors, il faut savoir que nous, on est en Alsace-Moselle, donc en fait, tu as des règles spécifiques à l'Alsace-Moselle, donc je ne pourrais pas te dire si les règles-là sont valables dans toute la France, mais en tout cas, on a un certain délai pour assigner en justice le fait que cette vente aurait dû avoir lieu et que en fait, la façon dont ils essaient de sortir de cette vente n'est pas légale. Donc c'est ça qui me tracasse en fait ces derniers temps. Voilà, je vous ai un peu tout raconté de façon transparente. Et j'ai envie donc... Là, je suis un peu au pied du mur parce que ce délai de 6 mois va bientôt arriver à expiration. Donc on va devoir assigner en justice ces fameux vendeurs. Même si j'ai encore un petit espoir de me dire qu'ils vont être raisonnables et signer cette promesse unilatérale de vente pour que ce soit une affaire de régler. Malheureusement, par précaution, je suis obligée de lancer les démarches juridiques avec un avocat pour que l'assignation soit prête à être envoyée avant la fin du délai. Donc là, en fait, je suis là en ce moment. C'est ma problématique immobilière principale. Je dois gérer ça. J'ai bien préparé le rendez-vous avec les avocats, c'est en cours, et j'ai hâte qu'on sache la fin de cette histoire. Est-ce qu'on va pouvoir ou pas signer cette promesse unilatérale de vente ? Est-ce que les vendeurs vont se raisonner ? Est-ce que le fait que finalement je vais menacer avec une assignation en justice pour forcer la vente, même si juridiquement, évidemment, si vous êtes avocat, vous savez que c'est pas si simple que ça. Il faut voir tous les éléments du dossier, toutes les preuves, les échanges qu'il y a eu. Enfin, voilà, c'est un gros sujet que je maîtrise pas encore, mais en même temps, ce que je me dis, c'est que je vais apprendre. Voilà, je vais apprendre, donc je vais le faire. Ça va être hyper intéressant. Donc là, moi, ma semaine, là, parce que je vais le publier directement là, cet épisode, la semaine là que je vais avoir, ça va être ça, justement, rendez-vous avec avocat, préparé pour l'assignation en justice. Peut-être qu'ils vont signer cette fameuse promesse unilatérale de vente et que finalement, je vais tout annuler au niveau des avocats et des assignations, mais en fait, je suis obligée de préparer mon plan B si jamais le plan A marche pas. Alors, on pourra plutôt l'appeler le plan C, parce que le plan A, c'était de l'acheter tout de suite. Là, on est au plan B pour la promesse unilatérale de vente pour janvier 2028. Et là, maintenant, on passe au plan C, assignation en justice pour forcer la vente. Bref, tout ça pour dire que c'est intéressant. J'ai quand même envie de me battre pour cet immeuble, parce que cet immeuble, il est juste magnifique. Les travaux, ils sont de haute qualité. La rentabilité, elle est bonne. C'est un immeuble qui n'est pas à cash flow positif, explosif, en tout cas au démarrage, surtout que, comme vous savez, il est déjà occupé avec des loyers très sociaux. Donc, nous, notre plan, c'est que quand on l'achètera tout doucement, on pourra sortir de ces plafonnements qui sont liés au système fiscal, des options fiscales que les vendeurs précédents avaient pris, et c'est justement ce qui les bloque pour vendre, etc., parce qu'ils ont bénéficié de réduction d'impôts grâce à ça.
en fait, voilà, nous on va remettre au propre au fur et à mesure des sorties des locataires, plus réaugmenter les loyers. Et là, le cash flow positif va être assez intéressant au bout de quelques années. Donc je suis très confiante sur ce projet, je suis très convaincue. Donc j'ai vraiment envie d'aller au bout. Ça me fait vraiment mal au cœur de me dire qu'on va pas l'acheter. Donc pour moi, il n'y a pas d'option à ça. J'ai envie de me battre pour. Et on se lance dans cette fameuse assignation avec un avocat spécialisé. Je vous avoue que c'est encore un petit peu le flou artistique par rapport à tout ça, parce que j'ai jamais eu à faire ça. Mais en même temps, faut le faire pour apprendre, parce que si tu le fais pas, t'apprends pas. Voilà. Bon, vous savez tout ça. Peut-être que je le retirerai cet épisode, parce que je sais même pas vraiment si j'ai le droit de partager tout ça. Voilà, vous savez pas c'est où, vous savez pas qui sont les vendeurs. C'est assez flou quand même, donc je pense qu'il n'y a pas... Vous pouvez pas nominativement reconnaître qui que ce soit. Mais vous avez les infos. Et si jamais j'ai besoin, j'enlèverai l'épisode, mais je pense que c'est assez anonyme pour que je puisse vous partager tout ça. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre une note de 5 étoiles sur le podcast pour essayer de booster tout ça. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.